Ils ont appelé ça une réorganisation stratégique. Mais en réalité, cela voulait dire ceci. Le nouveau CEO m'a licencié devant toute mon équipe, à peine quelques jours après que j'ai conclu une fusion de 5 milliards de dollars qui avait sauvé l'entreprise. Aucun avertissement, aucune reconnaissance, juste une humiliation publique. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà écrit ma réponse des mois plus tôt, dissimulée dans le contrat même dont il se vantait. Si vous avez déjà été oublié, trahi ou effacé au travail, cette histoire est setup pour vous. Restez avec moi, et si mon récit résonne en vous, abonnez-vous et partagez votre propre expérience dans les commentaires. Le matin où tout s'est effondré, je suis montée à l'étage exécutif, convaincue d'avoir mérité une place permanente dans l'avenir de l'entreprise. Mon badge ouvrait encore toutes les portes, mon nom figurait toujours en tête des documents de fusion, et pourtant, à midi, je n'étais plus qu'une ombre gênante à effacer. Daniel Cross, le PDG fraîchement installé, m'a convoqué sans cérémonie. Le portrait du père de Daniel pendait encore au mur derrière lui. Un homme qui avait un jour loué mon jugement, mais Daniel n'a même pas daigné le regarder. Il a parlé avec des phrases apprises sur l'agilité et la vision, ce jargon d'entreprise qui sonne cher et ne veut rien dire. Je suis restée là, à l'écouter, sachant que chaque mot n'était que le rideau qui cachait la vraie représentation, mon exécution. Il n'a pas terminé sa phrase que 2 agents de sécurité sont apparus à la porte. L'un d'eux, je le connaissais. Il échangeait de petites plaisanteries avec moi dans le hall. Maintenant, il a détourné le regard, comme honteux. Daniel m'a souri comme s'il venait d'inaugurer un nouveau produit. Il m'a remercié pour mes contributions passées et a agité la main comme pour chasser un chien errant. Je n'ai pas résisté, je n'ai pas argumenté. J'ai seulement senti le poids du silence m'appuyer, si épais que mon propre cœur paraissait trop fort. En sortant de son bureau, chaque pas de mes talons contre le marbre sonnait comme un verdict. Les bureaux de mon équipe s'étiraient devant moi, rangés de personnes qui m'avaient acclamé quelques semaines plus tôt, quand la fusion a été finalisée. Maintenant, leurs visages étaient tendus par la pitié et la peur. Certains voulaient te parler, je le voyais dans leurs yeux, mais la peur les clouait à leur chaise. Daniel a frappé dans ses mains pour attirer l'attention. Il en a fait tout un spectacle, comme si mon éviction méritait fête. Il a annoncé un nouveau départ, une direction plus légère, plus intelligente. Puis, il a recommencé à applaudir et un par un, les autres ont suivi. Le son était creux, un rythme forcé qui masquait l'humiliation d'une seule personne qui avait tout construit pour ce qu'ils applaudissaient. Cette personne, c'était moi. Je suis restée au centre, sans craquer, sans lui offrir le spectacle qui l'attendait. Quand les agents ont fait un geste vers la porte, je me suis déplacée sans hésitation. Je n'ai pas regardé en arrière vers le bureau que j'avais mis des années à bâtir. Je n'ai pas saisi la boîte en carton posée sur mon bureau. Les photos, les trophées de deals, les récompenses, tout cela appartenait à une autre version de moi, une femme qui croyait que la loyauté était récompensée. Ce qui restait maintenant était plus aigu, plus silencieux. Mon silence n'était pas une défaite, c'était un calcul. En entrant dans l'ascenseur, les applaudissements ont glissé derrière les portes qui se refermaient, devenus un bourdonnement sourd. Ils croyaient m'avoir pris la carrière, la réputation, même l'héritage. Ils pensaient m'avoir enterré d'un seul ordre. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je n'avais pas l'intention de me recroqueviller pour revenir. Je ne suis pas retournée en arrière, je suis allée dans une autre direction. La vérité, c'est que mon histoire avec cette entreprise n'a pas commencé dans un bureau vitré sous de fortes lumières. Elle a commencé des années plus tôt, dans des pièces sans fenêtres, des nuits tardives entourées de tasses de café, à moitié vides, et du bourdonnement de serveurs qui ne dormaient jamais. J'étais celle qui raccordait les points que les autres prenaient pour du bruit, négociant avec des fournisseurs qui juraient que leurs conditions étaient immuables, calmant des investisseurs quand les chiffres menaçaient de déraper et construisant des ponts entre des départements qui se détestaient plus qu'ils ne détestaient la concurrence. La fusion à 5 milliards de dollars dont ils se vantaient n'a jamais été leur victoire. C'était l'aboutissement de 18 mois pendant lesquels j'ai réduit mon âme en contrat, modèle financier et vol sans sommeil entre les continents.
Je me souviens avoir rédigé des parties de cet accord dans des halls d'hôtel, à l'aube, après avoir raté encore une autre fête de famille. Je me disais que c'était pour le bien commun, que le jour où les signatures seraient apposées, je serais enfin à une place où le sacrifice serait reconnu. Ce que je n'avais pas vu alors, c'est que pour des hommes comme Daniel Cross, le sacrifice était invisible. Dans son monde, la vision n'était que ce qu'il proclamait. Quand il me regardait, il ne voyait pas l'architecte qui avait sauvé l'entreprise d'un rachat hostile. Il voyait un obstacle, trop expérimenté, trop fidèle à l'ancienne garde, trop peu disposé à hocher la tête à chaque slogan creux qu'il lançait à la table. La nuit, après avoir été raccompagné jusqu'à la sortie, je suis resté dans mon appartement à tout rejouer. L'humiliation, les applaudissements qui n'étaient pas pour moi, l'arrogance dans sa voix. Mais sous la piqûre, il y avait un calme étrange. Je savais exactement à quel point son empire était fragile, parce que j'avais été celle qui en avait conçu les fondations. Il pensait qu'en me renvoyant, il m'effaçait. En réalité, cela ne faisait que me libérer. C'est alors que la première idée de partir définitivement m'a traversé l'esprit. Pas seulement quitter l'entreprise, mais renoncer à l'illusion que la loyauté protégeait. 2 semaines plus tard, un message inattendu est arrivé dans ma boîte mail. Il venait d'une femme nommée Julia, directrice financière chez un petit concurrent que j'avais croisé lors de tables rondes du secteur. Elle écrivait simplement « On a entendu ce qui s'est passé, on aimerait parler ». J'ai failli l'ignorer. Le concurrent pour lequel elle travaillait avait toujours été vu comme de seconde zone, débrouillard, sous-financé, méprisé par les géants. Mais quelque chose dans son ton m'a intriguée. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de l'opportunisme, c'était du respect. J'ai accepté de rencontrer. Leur siège n'avait rien à voir avec la tour polie d'où j'avais été expulsé. C'était un entrepôt reconverti en périphérie de la ville, vibrant d'énergie, rempli de gens qui semblaient vivre à la caféine et à la conviction. Pas de sol en marbre, pas de garde regardant derrière des murs de verre. À la place, des tableaux blancs couverts d'idées à moitié finies, des ingénieurs regroupés dans des coins débattant avec acharnement et une urgence palpable, vivante. Quand je me suis assise avec leur direction, ils ne m'ont pas demandé des serments de loyauté ni des discours sur la vision. Ils m'ont posé des questions qui allaient au cœur de ce que je savais. Comment bâtiriez-vous un système capable d'être mis à l'échelle face aux géants? Où voyez-vous les fissures dans leur modèle? Qu'est-ce qu'il faudrait pour réellement les battre? Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie écoutée, pas tolérée, pas mise de côté, écoutée. Ils ne m'engageaient non pas comme un trophée d'un empire en déclin. Ils m'invitaient à façonner leur prochain chapitre. J'ai compris alors que la vengeance ne consistait pas à regarder en arrière vers l'humiliation que Daniel m'avait infligée. Elle consistait à construire vers l'avant d'une manière qui rendrait son arrogance sans objet. Et dans cet entrepôt au éclairage vacillant et aux chaises disparates, j'ai choisi ma prochaine guerre. Pas parce que je voulais le détruire, mais parce qu'il m'offrait ce qu'il ne m'avait jamais donné, de l'espace pour bâtir. Les premières semaines dans la nouvelle entreprise ont ressemblé à une bouffée d'air frais après des années d'étouffement. Il n'y avait pas de suite exécutive aux vitres teintées, pas de discours creux sur la vision et la disruption. Ce que j'y ai trouvé, c'était l'urgence, la faim, et un groupe de personnes qui croyaient encore que l'intelligence, pas l'ego, bâtissait un empire. Je n'étais pas arrivé avec un bureau d'angle, ni un titre cérémoniel. J'étais arrivé avec un ordinateur portable, quelques carnets griffonnés et des connaissances capables de faire basculer l'équilibre du marché. J'ai commencé en silence, cartographiant ce que je savais du système que j'avais conçu pour mon ancienne entreprise. Pas les plans exacts, ils les possédaient, mais les failles, les inefficacités, les raccourcis qu'ils avaient pris quand je n'étais pas dans la pièce. Je savais où leurs murs paraissaient laids solides alors qu'ils étaient creux. Je savais comment leurs contrats verrouillaient des clients tout en laissant des brèches pour des concurrents prêts à promettre rapidité et souplesse. Je l'ai expliqué en termes simples à l'équipe. Nous n'allions pas les battre en étant plus gros. Nous allions les battre en étant plus affûtés, plus rapides et moins prévisibles. Ils ont écouté. Chaque fois que je parlais, ils se penchaient en avant au lieu de me regarder comme si j'étais invisible. Rien que ça suffisait à nous alimenter.
Bientôt, je dirigeais une petite task force pour reconstruire ce que j'avais autrefois créé, mais cette fois sans les compromis qu'on m'avait imposés. Nous n'étions pas alourdis par la bureaucratie, ni par l'arrogance de dirigeants qui croyaient que leur nom de famille était une stratégie. Nous avons bâti des systèmes plus légers et plus sûrs, des contrats qui non seulement protégeaient les clients, mais les incitaient à rester fidèles. Chaque nuit blanche dans cet entrepôt n'avait rien à voir avec celle d'autrefois. Ce n'était pas un sacrifice, c'était un investissement. Pour la première fois, les heures que je donnais au travail me semblaient être des briques d'un mur que je voulais défendre. Au fil des mois, notre présence s'est fait sentir sur le marché. D'abord subtilement, un client moyen qui nous choisissait plutôt que l'autre, une enchère que personne ne nous attendait à gagner, un contrat régional qui nous donnait un point d'appui. Chaque petite victoire entamait leur récit de domination. Ils nous ont d'abord qualifiés de bruit, affirmant que seuls les désespérés signeraient avec un concurrent. Mais, en coulisses, je savais qu'ils commençaient à sentir des secousses. Des rumeurs d'industrie circulaient, un concurrent léger proposant des offres plus intelligentes, des réponses plus rapides et des systèmes qui fonctionnaient tout simplement mieux. J'ai gardé mon identité cachée, publiquement j'étais invisible, en interne je construisais une arme. Le tournant est venu quand nous avons visé un secteur qu'ils jugeaient intouchable, la technologie de défense pour l'État. Un terrain où la réputation compte, où la fiabilité et la confiance l'emportent sur les campagnes marketing clinquantes. J'avais étudié leur modèle pendant des années et je connaissais les failles qu'ils espéraient y voir ignorées. Mon équipe et moi avons développé un prototype taillé exactement sur ces vulnérabilités, non pas pour reproduire ce que j'avais fait auparavant, mais pour le surpasser. Chaque défaut que j'avais dû fermer les yeux auparavant a été corrigé. Chaque coin qu'ils avaient rogné, nous l'avons renforcé. Il y a eu des moments de doute, bien sûr. Une entreprise avec moins de ressources pouvait-elle réellement tenir tête à un géant? Mais chaque fois que le doute s'immisçait, je me rappelais le jour où Daniel Cross avait agité la main comme pour chasser une mouche. Je revoyais les applaudissements forcés résonnant dans mes oreilles. Ce souvenir a durci ma détermination. Il croyait que j'étais jetable. J'étais sur le point de lui montrer à quel point cette erreur lui coûterait cher. Notre élan a grandi jusqu'à devenir impossible à ignorer. Des articles ont commencé à spéculer sur la montée d'un nouvel acteur. Des analystes débattaient pour savoir si nous étions une menace réelle ou une nuisance passagère. Moi, je suis restée silencieuse, contente de voir la spéculation enfler. Le silence avait toujours été mon arme la plus tranchante. Au moment où ils ont enfin compris qui alimentait la montée de leurs concurrents, il était déjà trop tard. Je ne préparais pas la vengeance pour la vengeance. Je construisais ce qu'ils avaient toujours craint, une alternative suffisamment forte pour faire trembler leur empire. L'invitation à la présentation gouvernementale est arrivée un lundi matin pluvieux, dissimulée dans un simple email qui paraissait presque banal. Pour d'autres, ce n'était qu'une nouvelle audition devant un comité fédéral choisissant un fournisseur de technologie pour un contrat de défense colossal. Pour moi, c'était le champ de bataille que je préparais depuis longtemps, sans jamais l'avouer. Le contrat valait 750 millions de dollars, mais ce n'était pas le chiffre qui faisait battre mon cœur plus vite. C'était la certitude que mon ancienne entreprise serait là aussi, persuadée que l'affaire leur appartenait déjà. Ils avaient la taille, le prestige et l'arrogance suffisantes pour croire que la décision était acquise. Ils ignoraient que je m'étais préparé précisément pour cet affrontement. Nous nous sommes réunis dans la salle de conférence de l'entrepôt, chaque centimètre de tableau blanc couvert de cartes stratégiques. Mon équipe bouillonnait d'énergie, excitée comme jamais. Pour eux, c'était le combat de leur vie. Pour moi, c'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Un règlement de compte. Je leur ai rappelé que nous ne gagnerions pas en imitant les géants. Nous gagnerions en offrant au comité ce que les géants ne pouvaient pas. La précision, la résilience et la vitesse. Notre prototype parlait de lui-même. Plus léger, plus rapide, plus sûr que le système boursouflé que mon ancien employeur présentait encore comme de pointe.
Chaque nuit blanche passée dans cet entrepôt nous menait ici. Le jour du pitch est arrivé sous un ciel clair, la ville brillant comme si elle savait l'histoire qui allait s'écrire. Nous avons franchi le hall sécurisé, petite équipe mais concentrée. En face, je les ai aperçus. Mes anciens collègues, costumes bleu marine parfaitement assortis, badge rutilant, confiance arrogante. Et au centre, Daniel Cross, arborant ce même sourire vide que le jour où il m'avait licencié. Son regard a balayé le hall et s'est arrêté sur moi une fraction de seconde. Pour la première fois, j'ai vu une hésitation passer dans ses yeux. Il ne m'attendait pas ici. Il s'est aussitôt tourné vers son entourage, feignant l'assurance, mais je savais. Cette hésitation suffisait. Les présentations étaient programmées, l'une après l'autre. Ils sont passés en premier. À travers les lourdes portes, on entendait leurs discours polis, saturés de jargon et de promesses grandiloquentes. Quand le comité nous a finalement laissés entrer, j'ai vu sur leur visage cette fatigue polie de ceux qui ont tout entendu. Je me suis tenue à la tête de la table, sans effet de manche, sans vidéo tape à l'œil, seulement de la clarté. J'ai commencé, non par des promesses, mais par des preuves. J'ai déroulé notre prototype, montrant comment il détectait les menaces plus vite, comment il réduisait les coûts sans rogner la sécurité, comment il renforçait les failles, où les modèles actuels, y compris ceux de mon ancienne société, restaient vulnérables. Chaque détail était soutenu par des données en direct. J'avais anticipé chaque objection possible et intégré les réponses avant qu'elles ne soient posées. Je n'avais pas besoin de démolir mon ancien employeur. Il suffisait de montrer ce qui fonctionnait, et leurs failles se révélaient d'elles-mêmes. Les membres du comité se sont penchés, leurs stylos griffonnant frénétiquement. Les questions sont devenues des discussions, les discussions de l'enthousiasme. L'air avait changé dans la salle, nous avions déjà gagné. Mais le vrai moment est venu à la fin. L'un des hauts responsables a posé une question tranchante. Comment pouvions-nous être si sûrs que leurs fournisseurs actuels n'étaient pas déjà capables des mêmes protections? J'ai marqué une pause, laissant au silence le temps de rappeler à chacun qui était leur fournisseur actuel. Puis, j'ai répondu calmement. Parce que c'est moi qui ai conçu leur système. Et celui-ci, je l'ai conçu pour être tout ce qu'on m'avait interdit de faire. La pièce s'est figée, le poids de mes mots est tombé comme une pierre dans l'eau. Inutile d'ajouter quoi que ce soit. Ils avaient compris. En sortant, Daniel et son équipe nous attendaient dans le couloir, le visage blême. Il a tenté de croiser mon regard, mais je ne lui ai pas offert ce plaisir. Je suis passé devant lui, mon silence plus bruyant que n'importe quel discours. Le soir même, la nouvelle est tombée. Le contrat était à nous. Le concurrent que personne ne prenait au sérieux avait surpassé, devancé et piégé le géant. Le marché signé, les gros titres partout, et mon nom, discrètement, sans fanfare, circulait dans les cercles qui comptaient. Pour Daniel, c'était la première fissure publique de son empire. Son conseil attendait une victoire facile. Les investisseurs comptaient sur une plume de plus à son chapeau. À la place, il avait été battu par la même personne qu'il avait jugée insignifiante. L'ironie avait des allures de poème, mais je n'ai pas porté de toast, je n'ai pas célébré bruyamment avec mon équipe. Je me suis simplement assise, laissant la réalité s'imposer. Il m'avait rejeté, et ce faisant, il avait armé son concurrent le plus redoutable avec les connaissances qu'il craignait le plus. Ce pitch ne les avait pas seulement mis à genoux, il leur avait fait lever les yeux vers le fantôme qu'ils pensaient avoir enterré. Et ce fantôme se tenait désormais en pleine lumière, tenant l'avenir qu'ils avaient si négligemment jeté. La nouvelle de notre victoire s'est répandue plus vite que je ne l'avais imaginé. En 24 heures, les analystes parlaient déjà du coup de théâtre de l'année, d'un basculement dans l'équilibre des forces du secteur. Mon téléphone s'est illuminé de messages, certains d'anciens collègues murmurant des félicitations, d'autres de journalistes cherchant des déclarations que je n'avais aucune intention de donner. Le silence du camp de Daniel en disait long, mais il n'a pas duré. À la fin de la semaine, ma boîte mail s'est remplie de courriels ornés du logo que j'avais autrefois porté avec fierté. Au début, c'était poli, des demandes de reprendre contact, des propositions vagues, d'explorer des opportunités ensemble. Je les ai ignorées.
Puis, le ton a changé. Les offres sont devenues précises, teintées de désespoir. Un titre élevé, un salaire doublé, une équipe entière construite autour de moi si je revenais. Un message contenait même des excuses, mais il sonnait comme un texte dicté par des avocats plutôt qu'un aveu sincère. Ils tentaient de racheter la loyauté qu'ils avaient jetée. Je n'ai pas répondu. Le silence était devenu mon arme la plus tranchante et je l'ai manié avec soin. Chaque appel non décroché, chaque mail non ouvert rappelait que je ne leur devais plus rien. Le soir, en regardant la ville illuminée depuis la fenêtre de mon appartement, j'ai pensé à la facilité avec laquelle j'aurais pu céder. La promesse du pouvoir, l'attrait de la reconnaissance, le confort de reprendre un rôle déjà pavé de ressources, cela aurait pu séduire quelqu'un d'autre. Mais je me souvenais du jour où j'avais quitté leur immeuble, du bruit des applaudissements forcés résonnant comme une mauvaise plaisanterie. Je me souvenais des visages de mon équipe, incapables de me regarder, tandis que la sécurité m'accompagnait, dehors. Ces images étaient là gravées en moi trop profondément pour être effacées. Aucun titre, aucun salaire, aucune excuse ne pouvait gommer ce moment. Les appels ont continué un temps, chacun plus frénétique que le précédent. Finalement, ils ont tenté d'ajouter de l'influence dans la balance, un siège au conseil, du pouvoir décisionnel, des promesses de rédemption. Je suis restée muette. Leur désespoir n'était pas mon problème, leur chute n'était pas mon fardeau. Le dernier mail est arrivé tard, un vendredi soir. L'objet disait simplement « Réparons ça ». J'ai laissé ma souris flotter un instant au-dessus, puis je l'ai supprimée sans l'ouvrir. C'était ma réponse. Je n'avais pas besoin d'élever la voix, pas besoin de me justifier. Mon refus parlait plus fort que n'importe quel discours. Avant de refermer mon ordinateur, j'ai effectué un dernier geste. J'ai passé mon profil LinkedIn en privé. Dans le silence qui a suivi leur dernier message désespéré, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La vengeance n'était pas de démonter leur empire pièce par pièce. C'était de dépasser la cage dans laquelle ils m'avaient enfermé autrefois. Daniel avait cru qu'en me licenciant, il se débarrassait d'un poids mort que je n'étais qu'une relique du passé. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que j'étais l'architecte de son avenir, et qu'en me rejetant, il avait aussi rejeté les fondations mêmes de son succès. Voir son entreprise vaciller n'était pas la victoire que je recherchais. Le vrai triomphe était de me voir prospérer dans un espace où mes idées n'étaient bonnées et pas étouffées, où mon travail construisait quelque chose de durable, au lieu de simplement remplir les poches de quelques-uns. Je ne les ai pas détruits. Ils l'ont fait eux-mêmes, en choisissant l'arrogance plutôt que le respect, l'ego plutôt que la substance. Moi, j'ai fait un choix plus simple, tourner le dos et investir mon énergie là où elle comptait. Les personnes avec qui je travaillais désormais croyaient en plus que des résultats trimestriels. Elles croyaient en la construction de quelque chose qui dure. Et tandis que le marché évoluait, que les clients et les analystes commençaient à se tourner vers nous plutôt que vers eux, une sérénité s'est installée en moi. L'humiliation que je portais autrefois ne brûlait plus. Elle s'était transformée en clarté. Parfois, la vengeance n'est pas bruyante, ce n'est pas un coup d'éclat ou une scène publique. Parfois, c'est le silence, la croissance patiente et l'évidence implacable que la personne qu'ils avaient effacée est celle-là même qui façonne leur remplaçant. Je ne les ai pas fait tomber. Ils se sont détruits eux-mêmes le jour où ils ont choisi d'ignorer la seule personne qui avait bâti leur avenir. Quand la poussière est enfin retombée, j'ai pensé à ceux qui pourraient entendre cette histoire et se demander ce qu'ils auraient fait à ma place. Certains diraient qu'ils auraient dû frapper plus fort, seraient retournés dans la salle du conseil, auraient exigé reconnaissance et respect. D'autres avoueraient peut-être qu'ils auraient accepté l'offre quand l'entreprise est revenue en rampant, promettant argent et titres. Mais voici ce que j'ai appris. Toutes les batailles ne nécessitent pas de bruit. Toutes les victoires n'ont pas besoin de gros titres. Parfois, la plus grande revanche consiste à refuser de retourner dans un lieu qui a tenté de vous effacer. Je veux que vous pensiez à votre propre histoire. Avez-vous déjà été ignoré, humilié ou écarté de quelque chose que vous aviez construit? Comment avez-vous réagi? Seriez-vous resté silencieux comme moi
Ou auriez-vous choisi un autre chemin? Je veux l'entendre, car chaque récit de survie porte une leçon, et je sais que le mien n'est pas le seul. Si mon parcours résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le silence peut être plus tranchant que la colère. Et dites-moi en commentaire, quelle est la pire chose qu'un patron vous ait jamais faite et comment avez-vous réussi à la surmonter? Vos mots comptent ici, parce qu'ils rappellent aux autres qu'ils ne sont pas seuls. En y repensant, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que la dignité est souvent plus tranchante que la colère. J'aurais pu crier, supplier ou essayer de convaincre Daniel de ma valeur le jour où il m'a humilié, mais cela lui aurait donné exactement la satisfaction qu'il cherchait. À la place, j'ai choisi le silence. Ce silence est devenu un espace et cet espace s'est transformé en pouvoir. Dans la vie, on nous apprend souvent à affronter chaque bataille de front, mais parfois, le geste le plus intelligent est de se mettre de côté et de laisser l'arrogance s'écrouler sous son propre poids. Je n'ai pas eu besoin de détruire mon ancienne entreprise. Sa propre direction s'en est chargée, en choisissant l'orgueil plutôt que le respect, l'ego plutôt que la substance. Ce que j'ai fait, c'est investir mon énergie là où elle était reconnue, et cela a tout changé. À tous ceux qui écoutent, je veux rappeler ceci. Vous n'avez pas à répondre à chaque insulte, vous n'avez pas à mordre à chaque provocation, et vous n'avez pas besoin de retourner là où l'on vous a déjà montré qui ils étaient. Parfois, le pardon est une libération personnelle, mais parfois, le silence est le couteau le plus affûté. Appliqué à la vie quotidienne, cela signifie documenter votre travail, connaître votre valeur et garder vos options ouvertes quand certains tentent de fermer des portes. Si l'on vous méprise, souvenez-vous que les mêmes compétences que quelqu'un ignore sont celles qu'un autre recherche désespérément. Ne confondez jamais rejet et échec. Comment commencer dès aujourd'hui? 1. Notez vos contributions essentielles au travail cette semaine. C'est votre carnet de preuves vivant. 2. Identifiez une compétence que personne ne pourra jamais vous retirer. 3. Contactez quelqu'un en dehors de votre cercle qui valorise ce que vous faites. Vous ne savez jamais où cela peut mener. Si cette histoire résonne en vous, commentez votre propre expérience d'avoir été ignoré. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine leçon. Transformez la trahison en force.